Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission des commissaires de course. Alors aujourd'hui, on a décidé de changer un petit peu d'approche et avec Grégory. Salut Grégory. Salut Charles, salut tout le monde. On va essayer d'organiser un petit débat autour des divisions UCI et de l'attribution des points. Alors on a choisi ça parce qu'on sait avec Greg que c'est un sujet qui parle à pas mal de gens parce que Greg, avant d'entrer dans le détail, on voit souvent sur le forum ou sur les réseaux des gens qui s'interrogent sur comment ça marche, pourquoi tant de points pour cette course-là, pourquoi pas assez peut-être pour l'autre. Enfin, on sent que c'est un sujet qui passionne un peu les fans de vélo, quoi. Ouais, c'est ça. Et bah, au niveau des courses, les barèmes sont assez clairs. Ils sont pas forcément faciles à trouver par contre, mais ils sont bien sur le site de l'UCI. Et pour certaines catégories de courses, il y a un certain nombre de points pour le vainqueur et pour les suivants jusqu'à un certain classement selon la catégorie. Et effectivement, tout ça est disponible après quelques parfois longues recherches sur le site de l'UCI, mais effectivement, ça peut être assez clair une fois qu'on a tout ça en tête et ça peut également définir le programme de certaines équipes sur une saison et ça peut faire la différence entre certaines équipes qui calent bien leur programme et d'autres qui pensent plus à d'autres types de résultats et qui parfois gagnent des courses mais ne marquent pas beaucoup de points UCI du coup. Tout à fait. Ouais. Alors pour cette émission, on a décidé de structurer les choses en trois parties. D'abord, on va faire un petit point sur le classement UCI. On a exporté les classements, mais seulement pour les équipes de World Tour et Pro Team, donc la deuxième division. Comme ça, déjà d'emblée, vous aurez un aperçu du classement des équipes à peu près, parce que sans ça, on trouve que c'est plus difficile de se faire une idée de la pertinence ou non de ces classements. Ensuite, comme il y a forcément des points qui sont à côté de ces classements et qui sont liés à ces classements, on va vous détailler le système de points, parce qu'on sait que c'est un vrai bordel pour pas mal de monde et que parfois même pour nous c'est compliqué de s'y retrouver. Et enfin, on va discuter de la pertinence des divisions UCI, de la place des critères sportifs, parce qu'on va s'apercevoir, pour ceux qui ne le savent pas, qu'en deuxième division, notamment, c'est pas forcément le sportif qui prime. Enfin bref, on a décidé d'organiser ça en trois parties, et puis un peu en fil rouge. On va essayer de prendre vos questions sur le chat. Hein. J'en profite pour saluer Fabio qui vient de nous rejoindre. Il y a eu quelques questions aussi ou quelques réflexions ou pistes sur le forum. Donc j'ai la page, hein, j'ai l'onglet ouvert, donc on va pouvoir les lire. Je remercie VJ et Adri d'ailleurs qui ont participé à cette réflexion. Donc Greg, pour commencer dans le vif du sujet, donc j'ai évoqué le classement UCI. Je vous le mets ici, donc avant de te donner la parole, je descends un peu mon écran. J'espère que l'image est assez claire. Donc en gros, comme je l'ai dit, on a répertorié seulement les 19 équipes du World Tour et je dis pas de bêtises, 19 ou 18 équipes de Pro Team, et la colonne de gauche, donc c'est celle du classement global. Par exemple, Novo Nordisk 136, ça veut dire qu'elle est 136e au classement UCI quand on inclut également les formations continentales. Donc je te laisse la main, Greg, pour nous détailler un petit peu ce classement. Ouais, alors déjà pour commencer, faut souligner que le classement est déterminé par les top scorers de l'équipe, donc 10 coureurs, les 10 meilleurs coureurs qui ont le plus de points UCI, qui sont sur ces coureurs-là que le classement va être établi et non sur l'ensemble des coureurs et sur l'ensemble des résultats. Donc par exemple, pour Deceuninck Quick-Step qui est en tête avec 15 641 points, et il y a un chiffre après la virgule parce que certainement c'est le résultat de classements annexes ou de contre-la-montre par équipe ou des choses comme ça. Il faut savoir que le 10e coureur de cette équipe, c'est Fabio Jacobsen qui a 845 points. Donc derrière lui, il y a un paquet de coureurs de l'équipe de Koenig qui sont du coup pas pris en compte pour ce classement. Et juste pour donner un ordre de grandeur, Greg, tu parlais de Jacobsen, 10e scoreur chez De Koninck. Vous voyez sur le tableau Burgos qui est 44e au classement UCI et en Pro Conti. Elle a moins de points que le 10e bas scoreur du coup de Koninck.
Ouais, voilà, les différences sont assez énormes. Déjà, on peut voir les différences. Bon, si ça se tient entre De Koning qui est en tête, juste devant Ineos Grenadier. Bah, derrière, on est déjà à plus de 2000 points avec Jumbo-Visma à la troisième place. UAE est juste derrière. On a Bahreïn qui, malgré sa très grosse saison, est quand même plus de 2000 points derrière UAE. Et derrière, les écarts sont encore plus gros avec Alpecin Phoenix, première équipe Pro Team d'ailleurs, à la sixième place. Plus de 2000 points toujours derrière Bahreïn. Et Bora juste derrière la septième, AG2R huitième, Groupama FDJ neuvième, qui vient juste de rentrer dans le top 10 d'ailleurs ce matin. Et Israel Startup Nation pour clôturer le top 10. Donc après, la plupart des équipes World Tour en fait sont à la suite. Faut juste noter que Arkea Samsic est 17e en ce qui concerne la deuxième équipe Pro Team devant Lotto Soudal, devant Bike Exchange, devant Kubeka et devant DSM qui est la dernière équipe du World Tour en 21e position et DSM justement son 10e coureur n'a que à peu près 145 ou 150 points de mémoire, c'est Arensman. Tout à fait. Alors, Greg, on va pas rentrer tout de suite dans le détail de ces classements. Là, si on vous les met, c'est juste pour que vous ayez un petit aperçu, mais une remarque globale, et tu l'as dit, c'est que déjà en World Tour, il y a un gouffre entre allez, je veux dire, les 5 plus grosses formations qui cumulent plus de 10 000 points. D'ailleurs, on voit qu'entre Bahreïn, Victorious et Alpecin, qui n'est pas World Tour, tu l'as dit, il y a plus de 2000 points d'écart, et on voit déjà qu'il y a une petite disparité entre ce top du World Tour et un peu le reste du monde. Et derrière, on a un petit peu la même observation, je trouve, en Pro Conti. Bon, je vais mettre de côté Alpecin Phoenix. Désolé, parfois je vais dire Pro Conti, parce qu'en fait, c'est l'ancienne appellation de la Pro Team, mais c'est possible que je me mélange un peu les pinceaux de temps à autre. Mais bref, ce que je disais, c'est quoi, on a un gros gouffre en Pro Conti aussi, avec des formations, si vous prenez par exemple Arkea qui a 5000 points, derrière c'est Total Energy qui a que 3000 points, donc du coup déjà 2000 points d'écart entre ces deux équipes. Ensuite on a UnoX et BNB qui se tiennent un peu dans un mouchoir de poche, puis à nouveau un trou avant Bingo, Androni, et puis un peloton, là où on retrouve Delco, Bardiani, Gazprom, et Cararural, etc. Puis encore des formations beaucoup plus loin, cumule que 1000 points environ, c'est Eolo, Euskaltel, Kern Pharma et Rally. Puis vient Burgos, 44e. Et enfin, on en parlera à la fin parce que c'est un peu les deux exceptions de cette division qui sont très très loin en classement. Vinizabou qui a seulement 297 points et Novo Nordisk qui cumule seulement 67 points. C'est-à-dire que c'est une formation de deuxième division qui pointe à la 136e classe au classement UCI. Greg est très très loin de ses concurrents. Ouais, effectivement, et concernant Novo Nordisk, on peut déjà dire que sur ces 67 points, il y en a déjà 50 qui ont été attribués à Entala qui a raflé le titre de champion de Finlande sur route. Certaines n'est pas forcément le titre le plus difficile à avoir, même si effectivement il faut aller le chercher, mais c'est quand même une nation largement secondaire au niveau du cyclisme, même en Europe. Et concernant Vinizabou, 297 points seulement, et en considérant il doit y avoir un certain Jakub Mareczko qui doit avoir au moins la moitié des points de l'équipe. Et donc du coup, ça fait que le reste de l'effectif ne cumule quasiment rien, et il n'est même pas dit qu'il y ait bien 10 coureurs qui aient marqué des points dans cette équipe. Ouais, tout à fait. Alors, je crois que de mémoire, parce qu'on a regardé un peu hier avec Greg en préparant l'émission, je crois qu'il y a 3 coureurs qui ont scoré chez Novo Nordisk. Enfin bref, on a planté un peu le décor. Du coup, vous avez une meilleure idée, je pense déjà, du classement, des positions de chacun. J'en profite pour saluer Théo aussi qui est sur le chat. Théo, c'est comme tu veux. Si ton rendez-vous pro c'est terminé, tu peux nous rejoindre sur Discord si tu as envie et venir échanger avec nous. Sinon, tu peux rester sur le chat. Enfin, c'est comme tu veux. T'es le bienvenu en tout cas si tu veux venir participer à l'émission avec Greg et moi. Bref, après ce petit intermède, désolé, on gère un peu tout en direct. On va passer
au barème des points UCI. Alors j'ai fait des copier-coller ce matin, je me suis bien amusé du site de l'UCI afin de pouvoir vous présenter un peu ce qui se fait en termes de barème. Alors je sais pas si je peux vous mettre le lien dans le chat, je sais pas si ça va fonctionner parce que des fois il y a des petits filtres. Hop là, bon ça a l'air de passer, donc du coup vous pouvez l'ouvrir sur le site aussi pour l'avoir sous les yeux. Donc Greg, on s'est dit que c'était quand même assez parlant, avant de rentrer dans le détail, de pouvoir présenter un peu à ceux qui nous écoutent aujourd'hui ou qui vont écouter plus tard en replay un peu le barème des points UCI pour savoir à peu près de quoi on parle, quoi, déjà. Oui, alors, en ce qui concerne les points attribués aux coureurs qui remportent les plus grandes courses, on a déjà le vainqueur du Tour de France qui, par exemple, va remporter 1000 points d'un coup. Les vainqueurs du Giro et de la Vuelta remporteront 850 points. Après, on a les courses par étapes du World Tour ou alors des monuments du World Tour en course d'un jour qui rapporteront 500 points aux vainqueurs. Et après, c'est vrai que souvent les courses World Tour sont classées par ordre, enfin plus ou moins d'importance. Enfin, c'est un classement qui a été fait par l'UCI du coup, donc on retrouvera pas forcément le classement forcément qu'on aurait imaginé au départ, mais 500 points pour le Tour de Lombardie par exemple, les grandes classiques et les grandes courses par étapes du World Tour, 400 points pour la classique Ouest France par exemple, le Tour de Pologne ou la Classica San Sebastian, et 300 points pour d'autres courses, dont certaines qui n'ont d'ailleurs pas eu lieu cette année, Tout à fait. comme le Newsblad, l'Estrade Bianche, qui est marqué la Cadel Evans Road Race qui n'a pas eu lieu cette année, ou le Tour of Guangxi évidemment aussi qui n'a pas eu lieu. Mais ouais, tout ça pour des courses, des résultats de courses par étape ou de courses d'un jour, en sachant qu'il y a des points évidemment pour chaque étape remportée. Il y a des points pour parfois même sur le Tour de France par exemple, il y a aussi des points pour celui qui va remporter le maillot vert, le maillot à pois aussi. Et plus on descend dans les catégories, moins il y a de points évidemment, mais ça reste quand même pas mal de points engrangés pour certaines courses. Sur une pro série par exemple, on peut marquer 200 points en remportant un classement général. On peut aiguiller 125 points pour une course de classe 1 ou 40 points pour une course de classe 2. Et il faut savoir aussi que les épreuves qui sont classées aussi en moins de 23 ans rapportent des points UCI, comme tout ce qui est catégorisé comme classe 2U, comme under U23 par exemple, et tout ce qui est Tour de l'avenir et tout ce qui est Nations Cup. Tout ça, ça rapporte des points UCI et ça rapporte de la valeur à certains effectifs, et c'est pour ça aussi que toutes les équipes, en fait, les équipes de développement d'équipes professionnelles sont pas mal classées au niveau continental. Tout à fait. Alors avant de rentrer dans le détail, même si tu l'as déjà un peu fait, Greg, je vois qu'il y a déjà des premières observations. Donc oui, la colonne de droite, effectivement, comme l'a rappelé Adri, c'est les épreuves qui ont été rajoutées fin 2017, si je me fie à son commentaire, parce que je suis pas sûr de la date. Et je vois qu'on réagit par rapport au barème, aux Canadiennes notamment, qui sont effectivement dans la colonne à 500 points. Ça veut dire que le Grand Prix du Québec rapporte plus de points qu'une victoire sur la Flèche Wallonne, par exemple. Mais je vois aussi des choses un peu bizarres, hein, parce que moi j'avais pas forcément fait très attention au barème tout le temps. Par exemple, je savais pas que le Tour Down Under rapportait plus de points que le Tour du Pays Basque. Ce qui, sportivement parlant, me paraît quand même assez aberrant quand on regarde le palmarès de ces deux courses. Donc déjà, je vois une petite anomalie par rapport à ça. Pareil, ça veut dire que en gros, le Tour Down Under, c'est pareil que Paris-Nice. Bon. Pourquoi, je sais pas, mais je trouve ça assez curieux. Ça, clairement, c'est un système qui dépend uniquement de l'UCI. Après, c'est pas forcément le seul point curieux. Il y a tout ce qui Puis on voit l'Estrade Bianche, hein, je sais pas qui l'a noté, mais comme c'est une des épreuves récemment ajoutées, l'Estrade Bianche, voilà. En fait, c'est 300 points. C'est 300 points, ça veut dire que c'est 200 de moins que le Grand Prix du Québec, par exemple. Enfin, 200 points
à titre de comparaison, c'est quasiment une victoire sur une épreuve Pro Series. Donc, enfin, c'est quand même assez impressionnant. Je trouve qu'il y a déjà un petit souci. Alors, ah oui, je voulais préciser aussi, désolé, j'y pense tout à coup. J'ai mis que les 16 premiers, mais ça ne veut pas dire que seuls les 16 premiers scorent, hein. Il y en a beaucoup plus, mais ça paraissait pas forcément pertinent de mettre les petits points du 40e ou du 37e. Enfin, ça n'a que très peu d'importance, je pense, dans l'analyse globale. Donc pour passer à la suite, Greg, tu l'as dit, il y a aussi des points pour les étapes, hein. Donc je passe rapidement parce que c'est pas forcément le plus important. On voit par exemple une victoire sur une étape du Tour de France, c'est 120 points. Alors pour les plus petites épreuves comme UAE et Guangxi, qui sont les deux seules épreuves par étape qui ont été rajoutées fin 2017, c'est seulement 40 points. Donc là, il n'y a pas trop de différence, mais c'est important que vous ayez ça en tête, parce qu'on va pouvoir observer quelque chose d'assez intéressant, je trouve, quand on arrive au barème des Pro Series. Donc là, vous avez en dessous tout ce qui concerne le barème pour les épreuves des circuits continentaux. Vous voyez Pro Series, 200 points, classe 1, 125, classe 2, 40 points. Et puis ensuite, Greg l'a dit, hein, il y a aussi des points pour les épreuves de Coupe de Nations et les épreuves Espoir, avec le Tour de l'Avenir qui a une classification particulière. Donc déjà, Greg, avant de te redonner la main, je finis sur un petit point. Déjà, observer que par exemple, une victoire d'étape sur le Tour de France rapporte moins de points qu'une épreuve de classe 1. Alors une épreuve de classe 1, ça peut être tout et n'importe quoi, parce qu'il y a des épreuves de Coupe de France comme Paris-Camembert par exemple, mais ça peut aussi être une épreuve comme le Tour d'Almaty quand il se courait sur une journée où en gros il y a 10 coureurs professionnels, et cette victoire-là va plus rapporter qu'un succès d'étape sur le Tour de France. Et désolé Greg, je t'ai coupé, je te redonne la parole. Oui, non, mais en fait, c'était juste pour apporter, pour justement regarder un peu les points, les différents points attribués. Donc déjà, une victoire d'étape sur le Tour de France, c'est 120 points. Par contre, un mec qui termine 5e d'étape sur le Tour de France, c'est 5 points. Donc ça, déjà, ça a absolument rien à voir. Donc, imaginons des étapes, enfin des grands tours avec une semaine pour sprinter, par exemple. Il y a une équipe qui va avoir un gars qui va gagner 3-4 étapes, ça va vite scorer. Et puis il y a une autre équipe qui va avoir un sprinter qui fera 5-6e chaque jour, et ça scorera absolument rien. Et pourtant, 5-6e d'étape sur un sprint massif sur le Tour de France, ça montre quand même une certaine valeur sportive. Et du coup, ça se retranscrit pas dans les classements forcément quand Oui, parce que pour l'UCI, ça équivaut à les étapes. finir 13e d'une épreuve de classe 1, quoi. Donc en gros, 13e de Paris-Camembert, c'est pareil que 5e d'une étape du Tour de France. Ouais, voilà, c'est des points qui sont pas forcément les mêmes. Et encore, je dis Paris-Camembert, je Entre... suis gentil, hein, parce que j'aurais pu donner des noms de points dans des pays un peu moins, où il y a moins de courses de vélo, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis après, même sur certaines épreuves du World Tour, il suffit de terminer 4e d'une étape et c'est 0 point UCI. Oui. Contrairement à pas mal d'autres courses, même sur une classe 2 d'un jour, il suffit d'en terminer en 4e, on marque déjà 20 points. Donc c'est déjà toute autre chose, en sachant qu'une classe 2, ça peut être une course n'importe où, en Amérique du Sud, où il n'y a personne, quoi. Oui, oui, par exemple, parce que tiens, j'ai un exemple qui est très parlant, parce que c'est une épreuve qui va être intéressante à suivre, hein, pour nous, Greg, qui suivons un peu toutes les courses dans l'année. Mais le Tour du Faso, par exemple, commence le 29 octobre. Là. C'est une épreuve qui se déroule au Burkina Faso. Et si on s'en fie au classement qu'on a sur les yeux, elle est en classe 2, elle est catégorisée en classe 2. Donc en gros, le septième du classement général du Tour du Burkina Faso, qui ne rassemble aucune équipe professionnelle. Il n'y a aucun pro au départ. Et le septième de cette épreuve qui réunit 99% d'amateurs, disons si jamais il y en avait un pro qui traînait dans le lot, va recevoir autant de points que le cinquième d'une étape du Tour de France. Je sais pas si on se rend compte un peu de la comparaison, Greg. Non, mais c'est clair que ça paraît quand même assez largement déséquilibré. Après, peut-être, je ne sais pas exactement le but de ce barème, si c'est pour favoriser un peu tous les circuits internationaux et continentaux. Enfin, il y a peut-être une idée derrière, ou alors peut-être que tout simplement c'est pas équilibré du tout et qu'il y aurait des choses
à revoir. Après, effectivement, tu parles du Tour du Faso. Je pense que je pense qu'on va avoir trois ou quatre coureurs qui vont plus ou moins dominer la course et qui vont engranger tous les points quasiment qui sont attribués sur cette course et ça va faire certains coureurs qui vont obtenir pas mal de points qui seront bien classés, enfin bien classés du moins par rapport à leur niveau au niveau du classement UCI. Oui, alors je vois qu'Adri, tiens, nous dit, tu peux même parler du Tour de Thaïlande en décembre, Charles. Ouais, bah oui, effectivement. Bah, le Tour du Thaïlande, d'habitude, c'est une épreuve sympa où il y a quand même quelques pros au départ. Mais là, avec les restrictions sanitaires en vigueur et le fait que la saison soit terminée, et bah, comme vous voyez sur le tableau, le vainqueur du Tour de Thaïlande, en gros, il y aura peut-être juste Biked au départ, qui est une formation continentale. Et bah, le vainqueur, il aura plus de points que celui qu'un Mark Cavendish ou qu'un Wout van Aert qui a remporté une étape du Tour de France. Donc là aussi, il y a quand même des petits soucis. Et encore, je trouve ça un peu moins gênant quand on parle d'épreuves, allez, j'allais dire asiatiques, mais c'est pas forcément que asiatique, c'est des épreuves extra-européennes, c'est le mot que je cherchais, pardon. Mais Greg, pour en revenir à notre point central, et j'ai vu cette réflexion-là sur le chat, désolé, je perds mes mots, c'est quand je lis en même temps les commentaires, en fait, j'arrive jamais à faire deux choses à la fois, c'est toujours assez compliqué, mais Greg, je trouve l'observation générale, en dehors des aberrations hein, au niveau du classement des épreuves, c'est aussi que je trouve, et tu vas me dire si tu es d'accord, que les étapes sont très dévalorisées par rapport aux courses d'un jour. C'est-à-dire qu'en gros, un sprinter qui va aller faire Grand Prix de Fourmies, Paris-Bruxelles, Tour du Piémont, enfin que des épreuves un peu d'un jour, va marquer vachement moins de points que celui qui va aller faire des étapes. Par exemple, au Tour de Catalogne, tu gagnes un sprint, tu as 50 points. Tu vas gagner le Grand Prix de Fourmies, tu vas avoir 200 points. Enfin, on se rend compte, Greg, que les étapes sont très dévalorisées et c'est ce qui revient sur le chat par rapport aux épreuves d'un jour. Bah, disons que le truc, c'est que pour que ce soit un minimum intéressant, il faut vraiment collectionner les succès sur le Grand Tour. Il faut absolument, absolument être le sprinter, le sprinter phare et gagner la plupart des sprints massifs, voire même disputer plusieurs Grands Tours dans la saison. Après, c'est sûr qu'un mec qui fait cinquième d'étape à chaque fois mais si par contre ce mec fait cinquième de toutes les classiques d'un jour World Tour qui se termine au sprint, il marquera beaucoup plus de points sur les courses d'un jour et il fera rien du tout sur les grands tours en fait. Et c'est vrai que c'est dommage que le barème ne soit pas plus équitable, on va dire, pour des coureurs qui ne seraient pas tout à fait les meilleurs de leur discipline et qui pourraient scorer quand même un peu plus de points sur un grand tour, par exemple. Ouais, C'est on vrai prend que, l'exemple d'Ewan, hein, Adrien parle sur le chat, c'est vrai que c'est très parlant, Greg. bah ouais, tout à fait. Et puis, comme Ewan est le leader de son équipe, le fait qu'il ait un peu raté ses grands tours à cause de blessures et du fait qu'il ait du mal à revenir après, du coup, ça se ressent au classement général de son équipe au niveau des points UCI et l'auto se retrouve au fond du panier. Du coup. Alors, j'ai vu une observation qui me paraît intéressante sur le chat, Greg, tu vas me dire ce que tu en penses, c'est Fabio, je crois, qui a évoqué ce point-là. Est-ce qu'il n'y a pas une surévaluation des performances d'Alpecin cette saison, dans le sens où Alpecin elle a fait énormément de courses d'un jour, et est-ce qu'en termes de points par rapport à la saison en elle-même, même si elle est exceptionnelle, hein, leur saison, j'essaye pas de minimiser, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même une surévaluation, parce que du coup ils se retrouvent avec une flopée de points en ayant fait des gros scores sur les Pro Series et les classes 1 de toute l'année en Europe, quoi. Disons qu'Alpecin c'est particulier puisqu'ils ont terminé quand même première équipe de Pro Conti l'année dernière. Donc de ce fait, ils font quand même plus ou moins ce qu'ils veulent au niveau du calendrier. Ils sont invités partout, ils peuvent même choisir là où ils vont plus ou moins. Donc c'est encore mieux qu'être équipe pour le Tour finalement et ça leur profite bien et ils gagnent énormément de courses. C'est aussi ça qui fait leur classement, c'est qu'ils ont gagné partout. Ils ont gagné sur les courses d'un jour, quel que soit le classement, la classification à l'UCI, ils ont gagné sur les trois grands tours, il me semble. Donc
Donc, du coup, c'est ce qui fait la différence par rapport à des équipes qui multiplient les accessits, mais qui ne gagnent quasiment pas. Et Alpecin n'a fait que gagner plus ou moins tout au long de la saison. Et la prime à la victoire, elle est claire au niveau du barème. Il y a énormément Clairement, ouais. d'écart entre, surtout sur les courses par étapes d'ailleurs, il y a énormément d'écart entre celui qui gagne et celui qui fait deuxième et ainsi de suite. Et Alpecin a beaucoup profité de ce barème-là. Et à côté de ça, il y a peut-être un autre phénomène, c'est celui qui concerne d'autres équipes du World Tour qui sont obligées d'aller un peu partout alors qu'elles n'auraient peut-être pas nécessairement la nécessité ou l'envie ou la capacité en tout cas de briller sur tout le calendrier et qui se retrouvent un peu cramées ou à mettre des équipes de deuxième zone ou troisième zone sur certaines courses et ne rien faire. Tiens, je vois une remarque intéressante de Thibaut que je profite pour le saluer. On voit bien aussi qu'AG2R a beaucoup marqué de points cette année, et c'est vrai, notamment grâce à sa bifurcation vers les courses d'un jour. C'est vrai, Greg, qu'il y a eu un changement de cap de la part d'AG2R, et on en parlera quand on fera le bilan de l'équipe. Et est-ce que ça peut expliquer en partie le fait qu'il soit si bien placé au classement UCI? Le fait qu'il soit plus focus sur les sur les épreuves d'un jour? Ça peut l'expliquer en partie, oui. Après, en fait, ça dépend de ce qu'il faisait jusqu'ici sur les courses à étapes. C'est vrai que sur les courses à étapes, il vaut mieux gagner, clairement. Et sur les courses d'un jour, tout résultat important dans le top 10 permet d'engranger des points et c'est toujours c'est plus facile, on va dire, entre guillemets, de marquer des points sur des courses d'un jour bien classées à l'UCI que de marquer des points en faisant des top 10 de courses par étape, voire même Tout à fait, ouais. top 10 d'ailleurs. Parce qu'une dernière observation sur le sujet, Greg, parce que je trouve que c'est toujours assez parlant hein, quand on donne des exemples. J'étais en train de calculer pendant que tu parlais, et troisième d'une étape du Tour de France, c'est 25 points, vainqueur d'un Pro Series, donc d'une épreuve comme Paris-Bruxelles, enfin la Bruxelles classique, pardon, c'est 200. Donc en gros, il faut faire troisième de 8 étapes du Tour de France pour marquer l'équivalent du nombre de points que va scorer un vainqueur d'une Pro Series. Donc là aussi, on se rend compte que les échelles sont assez curieuses. Enfin bref, on va pas rester non plus des heures là-dessus, donc je continue à descendre dans les classements. Donc je vais pas m'attarder on va pas s'attarder sur les classements des étapes, hein, parce que vous le voyez, c'est un peu la même idée. On voit qu'il y a beaucoup moins de points d'attribuer et ça a déjà été évoqué. Un dernier point, Greg, et je pense que ça va te faire sourire parce que je sais que tu es très attentif à ça. Et je le mets là, c'est les points attribués aux champions nationaux et aux champions continentaux. Ouais, alors tout ce qui concerne les championnats nationaux, c'est vrai que ça peut être assez énorme selon les pays et les championnats continentaux, puisque il faut savoir, je vais parler des championnats continentaux en premier. Il faut savoir déjà c'est 250 points pour un champion continental, 250 points UCI, c'est quand même pas rien, et sur n'importe quel continent, ça peut être 250 points UCI, tout en sachant que ces continents-là sont dans le droit d'organiser également ce qu'on appelle des jeux régionaux, ouais, c'est ça. Et ça rapporte autant de points UCI à celui qui va gagner. Donc, par exemple, tu m'avais fait un exemple assez parlant, ouais, justement, t'allais venir. Ouais, en Amérique centrale, ouais, par exemple, il suffit un coureur qui peut faire le doublé route et contre-la-montre du championnat continental. Il suffit qu'il y ait des jeux continentaux en même temps qui soient organisés un peu plus tard dans la saison et que ce même coureur l'emporte, et ça fait 640 points UCI potentiels pour un coureur qui dominerait un peu le circuit et qui profiterait également de l'absence de tous les coureurs du World Tour, voire même des pro teams sur les championnats continentaux qui sont généralement disputés en cours d'année, donc les coureurs World Tour sont pas là, quoi. Donc ils ne sont pas là, et à cela on peut ajouter également une performance sur un championnat national, et ça peut monter très très haut pour un coureur qu'on ne verra peut-être jamais sur une épreuve du World Tour en Europe. Et puis en plus il y a un truc qu'on n'a pas souligné, c'est que non seulement il n'y a pas de concurrence quasiment sur ces championnats continentaux, ce qui fait que on va marquer énormément de points si on est vraiment costaud.
Mais la catégorie U23, c'est-à-dire les moins de 23 ans, le champion, par exemple le champion d'Afrique de U23 va marquer 125 points. 125 points, on l'a dit, c'est une victoire d'étape sur le Tour de France. Enfin, c'est impressionnant, le deuxième 85, là encore, c'est plus que le deuxième d'une étape du Tour de France. Donc il y a quand même un gros souci en termes de hiérarchisation des points par rapport à ça. Et Greg, je vois qu'on parle des championnats nationaux, parce que ça nous fait toujours sourire. Il y a Fabio qui nous demande si tous les championnats sont classés A. Non, mais je connais pas le barème exact. Je sais que la Finlande, par exemple, est classée en C. C'est-à-dire que le champion de Finlande, en gros, il y a 3 pros en Finlande maximum, il va récolter 50 points, Greg. C'est ça, ouais. Ouais, tous les pays ne sont pas classés de la même manière. Après, par contre, il y a pas 50 barèmes non plus, hein. C'est soit 100 points, soit 50 points pour un champion. Mais effectivement, tu parlais des 125 points pour le champion d'Afrique U23 par exemple, à rapprocher avec les 145 points de Arensman, qui est le 10e coureur de chez DSM cette année. Oui. Heinzmann qui fait pas une saison dégueu, hein, on le rappelle quand même, on l'a vu souvent à l'avant, on l'a vu se battre sur pas mal de courses. Mais en gros, ce que tu es en train de me dire, c'est que sa saison, elle équivaut à un titre U23 sur un championnat continental, quoi. Bah, en tout cas, d'après En le termes de barème de points UCI. l'UCI, ouais, c'est ça, en sachant que généralement le mec qui va gagner le classement, enfin le championnat U23 continental, il a de fortes chances de marquer également des points sur le contre-la-montre il a des chances aussi de gagner, enfin de faire une perf sur son championnat national U23 ensuite. Donc il a toutes les chances d'avoir plus de points à la fin de saison qu'un mec du World Tour qui compte dans le classement de son équipe au classement UCI. Tout à fait. Alors Adri nous parle de Gibbons, c'est vrai que c'est un très bon exemple, Ryan Gibbons, parce que c'est un des seuls Africains qui fait l'effort, enfin je sais pas si c'est un effort, mais qui va participer à ces championnats continentaux, et il fait souvent une razzia, comme le faisait aussi Impey, je crois, à un moment. Et ben Gibbons, forcément, oui, ça gonfle les scores de dimension d'attaque quand il y était, parce que tu vas scorer 200 ou 250 points sur ta course en ligne de championnats continentaux, tu vas faire un peu ton championnat national aussi où tu es un petit peu le seul au départ. Et ouais, c'est vrai que c'est un exemple assez parlant. Gibbons qui peut récupérer 400-500 points tranquillou sur ses championnats, quoi. Bah, je crois que Gibbons, il a dû récupérer plus de 400 points sur les championnats d'Afrique. Ouais, il a tout gagné, je crois. Il a gagné la course en ligne, il a gagné le contre-la-montre, il a gagné le contre-la-montre par équipe et il a gagné aussi le contre-la-montre par équipe mixte. Oui, parce que je les ai pas Ça mis, fait mais tout ça, ça énormément de rapporte points. des points aussi, hein. Donc ça fait déjà plus de 400 points à ajouter à ça. Il me semble qu'il devait être pas mal au niveau des championnats d'Afrique du Sud. Je me rappelle plus si ça a vraiment eu lieu cette année, mais dans ces cas-là, je pense qu'il a dû scorer pas mal aussi. Hop, je vais juste me mettre dessus vite fait. Et ouais, non, il s'est raté sur la course en ligne, mais par contre, il a aussi été chercher le titre sur les championnats d'Afrique du Sud, du Sud contre la montre. Donc, rien que sur des championnats continentaux et nationaux, Gibbons vaut pas mal de points. Vous voyez, hein, si vous faites 400 points par exemple, ça équivaut à terminer sixième du Tour de France en termes de points. Ouais, et à côté de ça, des nations qui ont énormément de coureurs qui peuvent potentiellement briller sur un championnat. Il suffit de se craquer une année et du coup, ça fait déjà beaucoup moins de points à se partager, alors que Gibbons, il n'a pas 150 000 adversaires sur ces championnats, que ce soit en Afrique ou en Afrique du Sud. Il n'a pas énormément de concurrence. Même la plupart des pros qui sont des pros africains ne participent même pas aux championnats continentaux. Alors Greg, on a posé le constat, je pense que tout le monde a désormais une idée claire du fonctionnement des points UCI. Enfin, j'espère qu'on a été assez clair, sinon vous nous le dites, hein, s'il y a des choses qui paraissent un petit peu confuses encore. Qu'est-ce qu'il faudrait maintenant, Greg, selon toi, changer au niveau du barème UCI? Quelles seraient les priorités en termes de modification? Puis n'hésitez pas, hein, sur le chat aussi, si vous avez des idées, on va les reprendre forcément sur le direct. En termes de barème, c'est assez compliqué. Peut-être l'équilibrer un peu plus, peut-être donner
davantage de points à des performances sur le World Tour en course par étape notamment. Et sur les grands tours, ce serait bien qu'il y ait plus de coureurs peut-être qui marquent des points sur enfin au moins au minimum un top 10 d'étapes du Tour de France par exemple. C'est quand même des performances, enfin des grandes performances sportives que de réussir à faire des top 10 sur une arrivée au sprint par exemple d'une étape du Tour de France ou sur une étape de montagne, que ce soit disputé en échappée ou à la pédale, c'est quand même des grosses prestations sportives. Après, enfin, même s'il faudrait que le barème soit plus équilibré, je suis pas certain que ce soit le plus gros souci en fait des divisions, enfin des points UCI et des divisions à côté. Je suis pas sûr que ce soit vraiment le barème le plus gros problème. Mais j'ai vu ça passer, Greg, à un moment sur le chat, je suis désolé, je sais plus qui l'a écrit. Est-ce qu'il faudrait pas établir un barème des épreuves en fonction de la participation? Bah, pourquoi pas. Après, concernant la mise en place d'un tel barème, je me demande si c'est facile à mettre en œuvre ou pas. Donc ça reste à voir, mais ça peut être déjà un point de Enfin, départ, participation effectivement. sur les années précédentes, hein, parce que forcément, à une épreuve qui tout d'un coup a trois désistements, on peut pas lui dire bah finalement vous êtes classe 2 parce que du coup les équipes sont pas venues, hein. Je précise parce que du coup je veux pas qu'on pense que ça soit sur l'année même, mais on pourrait le faire sur les 3 dernières années par exemple, quoi. Mais ouais, effectivement, ça pourrait être une idée intéressante. Maintenant, je pense quand même que qui pourrait changer pas mal de choses, ce serait de changer un peu le système des divisions en elles-mêmes. Oui, oui, Genre oui, même, ça va être notre troisième point effectivement. Alors Théo nous propose, ouais, pondérer les points par rapport au plateau inscrit. On peut le faire par équipe, ouais, ouais, pourquoi pas, ouais, ça peut être aussi une piste. Alors moi une piste que j'aimerais bien voir aussi changer, c'est, bah, on en parlait au tout début, Greg, bah, est-ce qu'on pourrait pas faire un peu de ménage aussi dans les épreuves World Tour, c'est-à-dire est-ce qu'on pourrait pas, par exemple, monter les Strade Bianche, on parlait, c'est quand même les Strade au niveau des plus petites épreuves du World Tour, ça n'a pas trop de sens. Est-ce que le Down Under a sa place avec Paris-Nice et Tirreno? Est-ce que là aussi, c'est pas très compliqué à faire en plus, hein, on ne ferait pas faire un petit peu de mise à jour plutôt que faire un site un peu pourri? Est-ce que l'UCI ne devrait pas plutôt se pencher sur la mise à jour de ces épreuves? non, bah là, c'est sûr que de ce côté-là, il y a un souci. C'est évident que au niveau du barème des courses World Tour, il y a un souci et que ce ne sont pas forcément les courses les plus prestigieuses, enfin celles qui ont les plus gros plateaux d'ailleurs, qui rapportent le plus de points. Enfin, au niveau des courses canadiennes n'ont pas lieu depuis 2 ans et c'est bien dommage. Et du coup, bah, le fait qu'elle rapporte pas mal de points, on le voit moins, mais clairement, les Strade Bianche, par exemple, c'est pas forcément la seule course, sont quand même Je remonte, hein, du coup, pour que du vous ayez côté. en tête le truc, hein. Ah, je t'ai perdu, Greg? Non? Non, non, non. Pardon. Mais non, concernant toujours ce système de points, clairement, il faudrait remodifier l'importance des courses dans ce classement. C'est déjà la première chose à faire, ça, certainement, mais ensuite, ça va être le point qui concernera certainement les équipes, mais peut-être modifier, ne serait-ce même que le système du World Tour. Enfin, est-ce qu'on pourrait mettre moins d'équipes ou alors autant d'équipes, mais différentes manières de participer aux courses, ne pas être obligé de faire toutes les courses, par exemple. Enfin, c'est peut-être un point à voir et qui pourrait permettre enfin,
de meilleurs classements de certaines équipes qui ne seraient pas obligées de s'aligner avec un effectif vraiment pas terrible sur certaines courses juste parce qu'elles sont obligées d'y être. Tout à fait. Alors justement, tu parles des équipes grecques, ça nous amène à notre troisième point. Bah, ça concerne ouais, les formations du World Tour, mais aussi les Pro Teams. On va commencer par la première division. Et bah, je vais rentrer direct dans le vif du sujet en te posant une question. Est-ce qu'il y a tout simplement pas trop d'équipes en World Tour quand on voit les écarts de niveau entre bah, Deceuninck Quick Step et puis bon, DSM, je sais pas si c'est le meilleur exemple parce qu'ils font une super année 2020, moins bon cette année, mais allez, entre QBK pardon, et Deceuninck, est-ce qu'on est dans le même monde, tout simplement? En tout cas, le classement montre qu'on n'a pas du tout l'air d'être dans le même monde et c'est exactement sans doute le point évoqué précédemment qui concerne le fait que toutes les équipes World Tour sont obligées de participer à toutes les épreuves du World Tour, y compris celles où elles ne vont rien faire du tout. Et sauf que pendant ce temps-là, il y a d'autres fronts sur lesquels des équipes, que ce soit Continental ou Pro Team, vont marquer des points de l'autre côté et où certaines équipes World Tour ne peuvent plus aller ou alors sont obligées d'envoyer une équipe B ou une équipe C pour essayer de marquer des points et du coup ça score moyennement sur un deuxième front et ça score pas du tout sur le front World Tour et du coup ça s'en ressent au classement UCI à la fin de l'année. Alors, est-ce que du coup, Greg, la solution, ça serait pas d'avoir un World Tour à aller à 12 ou 14 et comme tu l'évoquais ensuite, bah, une division Pro Team qui serait pas un peu plus basée sur le sportif, où on retrouverait en gros la seconde partie des formations du World Tour et les meilleures équipes Pro Team qui, elles, bah, n'auraient pas obligation de participer au Grand Tour, pas forcément, obligation c'est pas forcément le mot, parce que aussi elle pourrait se faire parfois refouler, dirons-nous, et est-ce qu'on pourrait pas justement ouais, faire un World Tour à 12 ou 14 avec obligation de participation à toutes les épreuves pour ces grosses armadas hein, qui sont vraiment très bien armées, et derrière retrouver une division d'une vingtaine d'équipes, dirons-nous, avec bah ouais, des critères plus sportifs, quoi. Ça pourrait être une solution. Maintenant, le souci, c'est que je suis même pas persuadé qu'on ait envie de ça au niveau des équipes, en fait. Ah bah je pense pas, parce que pour eux, faut le dire aussi, c'est vrai que nous, on parle d'un point de vue purement pas sportif, mais elles ont des intérêts financiers. Donc, si tu veux avoir, allez, je prends le cas d'Intermarché, par exemple, qui fait l'effort de monter en World Tour, si tu leur expliques que finalement, bah, ils sont pas sûrs de faire le Tour de France, bon, là, ça peut être un peu la soupe à la grimace, quoi. Mais après, peut-être qu'il est possible de différencier un peu les calendriers, ne pas forcer toutes les équipes pour le Tour. Enfin, peut-être faire plusieurs catégories dans le World Tour et ne pas forcer celles qui sont dans le bas du panier à disputer l'intégralité du calendrier. Mais par contre, leur permettre de disputer les courses les plus prestigieuses et les grands tours. Mais peut-être justement permettre à davantage de pro teams d'accéder à des épreuves World Tour, par exemple des épreuves World Tour un peu de seconde zone puisqu'il y en a et permettre à des équipes qui disputent moins de courses et qui sont un peu pénalisées, je pense cette année comme les équipes espagnoles par exemple, les Kern Pharma, les Burgos, les Euskaltel ou même d'autres leur permettent de disputer des épreuves, davantage d'épreuves World Tour un peu moins bien cotées et non pas seulement pour sur les World Tour de leur pays, enfin et pas toutes d'ailleurs, et jamais ailleurs ou presque jamais. Ce serait pas mal qu'elles en disputent un peu plus tout en reposant entre guillemets certaines des World Tour qui n'ont pas d'intérêt à être sur certaines courses ou pas la possibilité d'y briller, mais qui se réserveraient pour les grosses échéances. Mais du coup, est-ce qu'on pourrait pas envisager, je pense à notamment ce qui se fait avec la Pro Team. On le sait, Alpecin, la meilleure formation de deuxième division,
est automatiquement qualifié, mais sans obligation de participation pour les meilleurs événements de l'année, c'est-à-dire le Tour de France, le Giro, Milan-San Remo, etc. Est-ce que si on avait, par exemple, ce World Tour à 12 ou 14, allez, je vais prendre 14 pour m'arrêter sur un nombre, on pourrait pas avoir derrière en seconde division, par exemple, je sais pas, les 5 meilleures équipes de l'année précédente qui sont automatiquement qualifiées pour toutes les épreuves World Tour, mais sans obligation de participation. Ce qui ferait que pour des formations comme Intermarché, comme Kubeka ou autres qui sont en fin de première division, on aurait quand même l'assurance de participer au Tour de France, parce qu'on sait que c'est quand même l'événement numéro un en termes de retombées pour les sponsors, mais sans être obligé par contre de faire le Tour de Guangxi ou le Grand Prix de Francfort. Et question subsidiaire, est-ce que, Greg, ce système conviendrait à toutes les épreuves? Que j'imagine que pour le Tour de France, ça ne gênerait pas forcément, parce qu'au final, ça ne changerait pas grand-chose. Mais par exemple, je pense aux classiques canadiennes ou au Tour de Guangxi. Est-ce qu'on ferait pas un peu la gueule dans le sens où, du coup, on aurait peut-être des équipes qui se déplaceraient pas et plus de difficultés à trouver des partenaires, parce que forcément, il y aurait que, allez, 15-16 des meilleures équipes au départ au lieu d'une vingtaine, quoi. Ouais, ce serait un équilibre à trouver. C'est effectivement les organisateurs de ces courses auraient peut-être, enfin, faudrait peut-être un peu la tête du coup, mais c'est vrai que ça faudrait équilibrer tout ça. Après, est-ce que c'est est-ce que c'est mieux d'avoir les 20 meilleures équipes au départ, enfin les 20 meilleures équipes sur le papier, et une équipe et trois, quatre équipes qui envoient des effectifs C voire D, en tout cas tous leurs moins bons coureurs sur une course et qui vont rien faire du tout, ou alors une pro team motivée et qui emmènera, qui aura le couteau entre les dents et qui essaiera à tout prix de faire un résultat, de se montrer. Je pense que la deuxième solution est pas forcément la moins bonne. Mais est-ce qu'un des problèmes aussi, Greg, c'est que au final, on a beaucoup parlé des points, on a beaucoup parlé du classement, mais concrètement, qu'est-ce que ça change en fait pour une équipe World Tour? Enfin, sauf pour les dernières, parce qu'il y a le système en 3 ans que si on est qui fait que si on est vraiment loin, ça peut devenir compliqué. Mais je vais prendre l'exemple d'une équipe française. On parle souvent de la Groupama FDJ parce que c'est un peu la spécialiste pour envoyer des équipes B sur des Tours de Pologne ou des épreuves dans ce genre-là. Est-ce que en fait, le gros problème, c'est que ces équipes-là, comme la GFDJ, en fait, elles s'en foutent royalement d'envoyer des mecs qui vont pas faire enfin, qui vont pas ramener de points sur ces courses-là, parce que de toute façon, sportivement, elles craignent rien. Dans le sens où le World Tour est tellement trop large, entre guillemets, avec 19 équipes, que de toute façon, elles n'ont aucune chance sur 3 ans de finir 19e ou 20e, et que du coup, on s'en fout. Et sportivement, comme tu n'as aucun risque, t'envoies pas de bons coureurs, parce que de toute façon, qu'est-ce que tu as à gagner, quoi? Ouais, et puis le système fait que à partir du moment où on a deux trois leaders qui sont pas mal et plus trois quatre coureurs qui sont potables, c'est suffisant pour maintenir en fait une équipe à un niveau correct, au niveau du World Tour, et on peut se permettre d'envoyer n'importe qui sur les courses qui nous intéressent pas. Il y a aucun danger, mais après c'est juste peut-être, à part l'image peut-être, pour auprès des suiveurs sur certaines courses, prendre les 5 dernières places ou quelque chose comme ça, c'est pas forcément génial, mais sportivement parlant, à partir du moment où les leaders assurent, lorsqu'ils seront au départ des courses, il y aura pas de souci pour la Groupama FDJ par exemple. Oui, oui, tout à fait. Mais du coup, oui, il vaut mieux envoyer des mauvais mecs enfin des mauvais mecs, hein, c'est pas du tout offensant, hein, je suis désolé, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais des seconds couteaux en Pologne et scorer sur des Coupes de France, vu le barème actuel, si, effectivement, en termes de points, c'est plus intéressant d'avoir une grosse équipe en Coupe de France, parce que si tu mets 3 mecs dans le top 10, c'est mieux que de faire 3 fois quatrième d'étape du Tour de Pologne, mais c'est là aussi qu'on voit qu'il faudrait revoir ce barème pour peut-être aussi, également, pardon, encourager les équipes à plus aller sur les grosses épreuves, parce que
enfin, tu vas me dire ce que t'en penses, Greg, mais pour moi, il y a quand même une aberration qu'on retrouve dans quasiment aucun autre sport. C'est qu'il est limite plus intéressant de faire des petites courses que des grosses courses, quoi. Bah ouais, il y a un peu de ça, c'est vrai. Il suffit d'emmener une grosse équipe sur une course de seconde zone et d'aller rafler toutes enfin, la plupart des places, des bonnes places du classement et ça fait pas mal de points. Après, c'est vrai que pour donner un exemple qui n'a rien à voir avec le World Tour et les Pro Teams, j'ai un exemple d'une équipe, l'équipe Bélarus, Minsk Cycling, par exemple. Bah, tous les ans, tous les ans, tous leurs coureurs vont au championnat du Bélarus et ils mettent genre 7 ou 8 gars dans le top 10 et ça fait énormément de points UCI et on se retrouve avec une équipe Minsk qui dispute quasiment aucune course, enfin aucune grande course dans l'année, mais qui score énormément sur les championnats nationaux. Et il se retrouve par exemple devant Saint-Michel-Aubert au classement UCI et c'est pas du tout, enfin ça reflète pas du tout la valeur sportive de l'équipe. Oui, parce que là, tu parles des équipes continentales, Greg. On le voit pas trop cette année dans le classement, hein, je vous l'ai remis sous les yeux. Mais en temps normal, on a quand même des épreuves, pardon, des équipes continentales qui arrivent quasiment aux alentours de la 20e place parce qu'elles vont scorer sur un tour of Kincaid qui va rapporter 250 points parce que c'est Pro Series, faire un score sur le tour de Langkawi qui est pareil Pro Series. Après on retrouve le tour de Thaïlande, on retrouve le tour d'Indonésie, il y a toutes les épreuves en Chine. Globalement, une équipe qui va performer sur le circuit asiatique, elle peut quasiment se retrouver dans le top 25 mondial, alors qu'au final, sportivement parlant, et juste sportivement parlant, elle vaut peut-être une 40e ou une 50e place. Ouais, c'est ça. C'est sûr que enfin, les deux dernières saisons ont vraiment enfin, plus clarifié le classement à ce niveau-là. Après, est-ce que c'est une bonne chose? Je pense pas nécessairement, vu qu'il y a moins de courses du coup. Mais clairement, une équipe comme Sapura à l'époque, avec pas mal de coureurs, pouvait briller sur le Langkawi, sur les courses chinoises. Il suffisait aussi d'avoir un très bon sprinter et aller scorer toutes les victoires d'étape sur les courses chinoises en classe 1 ou certaines, il y en a certaines qui sont en pro série maintenant, même si les courses n'ont pas eu lieu. Mais ces courses-là permettaient de scorer énormément de points et avec des bonifications qui permettaient même à des sprinters de remporter les classements généraux. Et ça pouvait faire vraiment une razzia de points et permettre à des équipes continentales, oui, effectivement, de se retrouver entre la 20e et la 25e place du classement global UCI. Et certains pouvaient se demander si ces équipes n'étaient pas meilleures que les pro teams, que les teams qui étaient autour d'elle, mais clairement, quand les équipes participent ensemble aux mêmes courses, les résultats sont bien différents. Une Sapura sur une épreuve européenne type World Tour ne ferait pas forcément grand-chose. Oui, tout à fait. On peut prendre l'exemple de Benjamin Diboll, par exemple, qui était un peu le spécialiste pour scorer énormément, parce qu'en plus, c'était un des seuls à faire les championnats d'Océanie, parce que les championnats d'Océanie, contrairement aux championnats nationaux en Australie et en Nouvelle-Zélande, ils avaient lieu en mars. Donc, du coup, forcément, les Richie Porte, les Michael Matthews, etc., tous les meilleurs coureurs australiens et néo-zélandais, ils étaient déjà en Europe. Donc, Diboll, il était un peu tout seul sur son championnat continental, un peu tout seul sur le chrono, un peu facile au Langkawi, au King Kailek, etc. Et il se retrouvait avec 1000 points, un peu plus de 1000 points au compteur. Euh, En tout début d'émission, tu évoquais Fabio Jakobsen, qui fait quand même une sacrée belle saison. Je crois que tu as dit 840 points. C'est-à-dire qu'en gros, Benjamin Diboll, il avait 200 points de plus que Jakobsen, alors que sportivement parlant, il y avait quand même pas l'ombre d'un match, quoi. Bah oui, exactement. Après, c'est vrai que D-Ball, on l'a vu passer en World Tour il y a pas très longtemps. On a Il vu était ce que ça invisible, hein. donnait. Bah, il servait en gros d'homme de base pour rouler sur le plat pour des sprinters, par exemple. Quand il essayait un peu de grimper, ça donnait pas grand-chose. C'est pas forcément le même cyclisme. Parfois, c'est des courses en Asie, par exemple,
qui roulent beaucoup moins vite. Alors une fois qu'on est dans les ascensions, parfois ça roule très vite, ça roule très vite dans l'école, oui, mais la moyenne générale globale est souvent moins élevée, ou alors on se retrouve avec des courses qui sont quand même particulièrement dénuées de difficultés et bien plates, et parfois des épreuves toutes plates avec une ascension à la fin. Oui, comme le Langkawi ou... Mais il est pas rare de voir des épreuves où ça roule entre 35 et 42 moyenne, alors qu'il n'y a pas énormément de difficultés. Oui, et forcément, on est plus frais quand on arrive sur la montée finale, comme tu l'as dit. Et puis bon, pour certains coureurs, il y a peut-être aussi une question de réputation, parce qu'on le rappelle, il n'y a pas de passeport biologique en division continentale, ce qui simplifie souvent aussi les choses. Bref, je m'égare. Je voulais revenir à la deuxième division, Greg, peut-être pour finir l'émission, et après on va voir s'il y a quelques questions. Moi, il y a quelque chose qui me gêne en pro team, et c'est qu'en gros, le critère sportif n'est pas le premier facteur pour décider qui appartient à la deuxième division. Je m'explique, en gros, en pro team, il suffit d'avoir un budget suffisant. Bah, malheureusement, je vais prendre l'exemple de Novo Nordisk, et enfin, j'ai rien contre eux, hein, bien au contraire, parce que je trouve que la cause qu'ils servent est vraiment très intéressante, et elle peut donner envie à jeunes gens atteints de diabète, parce qu'on le rappelle, ils embauchent que des coureurs qui sont atteints de diabète. Mais sportivement parlant, Novo Nordisk, elle est 136e au classement UCI avec 67 points. Et dans ces 67 points, il y a 50 marqués par Entala, on en parlait tout à l'heure, sur le championnat de Finlande. Donc autant dire que le championnat de Finlande, il y a quand même pas foule et pas une concurrence folle. 67 points, on voit Vinny Zabou qui est aussi très très limite sportivement, qui a pas trop sa place en Pro Conti. Elle a quand même 297, donc il y a quand même un rapport là entre les deux qui est différent. Et si je remonte, Burgos, 800 points, ça veut dire qu'en gros, Burgos qui fait pas une très grosse saison, qui est quand même 44e, qui est peut-être la moins bonne des formations normales en Pro Team, elle a quand même quasiment 15 fois plus de points que Novo Nordisk, qui est 136e, je l'ai dit, sur 170 équipes, je crois, cette année à peu près. Et du coup, Greg, ma question, elle est la suivante. Est-ce qu'il n'y a pas un souci quand dans le sport, on ne se base pas justement sur le critère sportif pour faire les divisions? C'est un peu comme si en foot, on expliquait en gros, je sais pas, un pauvre bled de 300 habitants dans le fin fond de la Mayenne, qu'ils peuvent aller en deuxième division parce qu'ils ont des sous, quoi. Au détriment de 3 ou de... Enfin, j'exagère forcément le trait, mais si on applique ça au foot ou à d'autres sports, c'est quand même assez aberrant, quoi. Ouais, il y a clairement un souci là-dedans. Après, c'est pas forcément évident à expliquer. Enfin, notre axe pour tenter d'y voir plus clair, c'est de me demander pourquoi est-ce que... Après, je fais abstraction de Novo Nordisk, bien sûr, mais et pourquoi est-ce que Vinny Zabou a recruté le type de coureur qu'ils ont dans leur effectif? On n'a pas de preuves, mais on a une petite idée quand même. Ouais, non mais clairement, mais il devait savoir d'avance qu'il n'allait rien faire. Alors hormis si Jakub Mareczko avait remporté une multitude de sprints massifs cette année, ça aurait, sans ça, il ne pouvait rien faire. Il ne pouvait compter que là-dessus, et ils sont victimes clairement déjà de leur effectif un peu nul, et aussi du fait que les calendriers exotiques aient sauté, puisque je suppose qu'ils comptaient là-dessus. C'est typiquement le genre d'épreuve qu'un Marexpo peut remporter, c'est les sprints massifs. Sprints massifs en Europe de l'Est ou sur des tours de Chine, ouais. Là, ils pouvaient collectionner les succès, se remettre en confiance déjà, parce que je pense que ça ne doit pas être forcément tout à fait le cas. Mais effectivement, c'est pas. Enfin, il y a clairement quelque chose à faire au niveau du recrutement, au niveau de ces équipes-là. Je pense pas qu'on puisse piocher n'importe qui en fait pour faire une pro team. Parce qu'en gros, là, si je résume un peu et que j'exagère encore une fois, parce que j'aime bien exagérer de temps en temps, je trouve que parfois c'est parlant. C'est-à-dire qu'en gros, toi et moi, avec 15 potes, si on veut, on est en pro team l'an prochain si on a l'argent, quoi. Ouais, voilà. Après, même sans exagérer du tout, n'importe quel. Il faudra qu'on prenne une licence. Oui, voilà. Mais
enfin, il suffirait que n'importe quel club amateur français qui recevrait du jour au lendemain, qui recevrait le budget, pourrait garder son effectif actuel, garder 20 coureurs comme ça, n'importe lesquels, et hop, on se retrouve pro team et puis c'est parti. Mais, mais ils feront rien du tout de l'année, mais Mais ils ils seront seront en en pro deuxième team. division, quoi. Mais est-ce qu'un des problèmes, Greg, et j'y pense tout à coup, et vous pouvez nous dire aussi ce que vous en pensez sur le chat, c'est qu'en fait, il n'y a jamais d'opposition directe entre les équipes de deuxième division. Je m'explique, enfin, en World Tour, on n'a pas d'opposition directe, mais on a quand même les plus grandes épreuves du calendrier qui sanctionnent finalement une hiérarchie entre les équipes. Bon, même si le barème est pas parfait, on voit que c'est quand même les grosses armadas qui sont devant, hein, De Quenin, Kineos, Jumbo, UAE, enfin, il n'y a pas de secret sur la saison, c'est difficile de trouver des équipes derrière qui font une meilleure saison que les 5 équipes de tête. Mais en deuxième division, j'ai pas l'impression qu'il y ait de confrontation directe. C'est-à-dire qu'on va participer aux mêmes épreuves, mais on n'a jamais, je pense, toutes les équipes de deuxième division qui sont alignées sur une même course, sans C'est équipe impossible. supérieure au-dessus en fait. Et est-ce qu'il faudrait pas, pour conclure là-dessus et te relancer, des espèces de championnats de deuxième division plutôt que des championnats continentaux un peu faits à l'arrache, quoi. Peut-être qu'il faudrait changer les choses et permettre à davantage de pro teams de courir l'une contre l'autre, puisque effectivement, les pro teams ne courent jamais toutes ensemble sur une course. C'est impossible. Les règlements UCI n'en donnent pas la possibilité pour les inscriptions de courses. Déjà, ça fonctionne par des wildcards au niveau des épreuves World Tour, et même sur les pro séries, et même sur les courses de classe 1 et de classe 2, c'est impossible. Déjà, sur les courses de classe 2, il y a seulement les pro conti du pays organisateur, en gros, qui ont le droit de participer. Et à côté de ça, sur les autres épreuves de classe 1 ou de pro série, c'est un nombre limité. Il y a pas possibilité d'avoir l'intégralité des pro teams des pro teams au départ. On peut même pas en avoir d'ailleurs la moitié au départ d'une course. Mais ce qui pourrait être intéressant, on pourrait se baser sur ce qui se fait dans les autres sports, et notamment dans le foot en France maintenant. Est-ce qu'on ne pourrait pas envisager un système de barrage tout simplement, où pour Vini Zabou et Novo Nordisk, qui sont les deux dernières formations de deuxième division, on aurait à la fin de saison une espèce d'épreuve contre, je sais pas, les deux meilleures équipes de division Conti, et les meilleurs l'emportent, quoi. Ça pourrait être un truc un peu folklore en plus qui ressemblerait à des Hammer Series. C'est peut-être pas la meilleure comparaison, mais enfin des Hammer Series avec un intérêt sportif. Voilà, c'est peut-être ça la vraie appellation, où on aurait une vraie opposition, je sais pas, sur un contre-la-montre par équipe, sur une course de montagne. Enfin, on peut envisager plein de choses, et ça pourrait peut-être donner un peu de peps à une fin de saison, et faire des trucs un petit peu plus j'allais dire jeune, c'est pas forcément le terme, mais moderne entre guillemets, où on aurait des vraies oppositions, quoi. Ça pourrait être intéressant. Après, c'est vrai que créer ce genre de système de montée-descente pour les Conti et Pro Team, ça empêcherait, je pense, Novo Nordisk d'être Pro Team d'un côté, mais par contre de l'autre, ça permettrait d'éviter des recrutements vraiment bizarres et fait des équipes très faibles en Pro Team, comme Vinizabu cette année par exemple, qui n'a même pas le niveau de beaucoup d'équipes continentales. Il suffit de regarder ne serait-ce que les équipes françaises, par exemple. Les équipes continentales françaises sont toutes au-dessus sportivement de Vinizabu cette année. Alors Adrien me dit que le problème dans mon idée, c'est qu'on peut pas forcer les équipes Conti à passer en PCT, hein. C'est tout à fait vrai, parce que c'est le problème que je souligne, et c'est ça pour moi qu'il faudrait changer, c'est que la PCT, enfin la deuxième division, elle est basée sur des critères exclusivement financiers. Donc ce que veut dire Adri, et ce que veut aussi dire Théo quand il me dit que c'est pas possible, c'est vrai dans le sens où qui dit passage en pro team dit augmentation de budget, et c'est pas forcément un souhait de la part des formations continentales ni une possibilité, mais dans le système que j'évoque de barrage, ça existerait uniquement dans un modèle où on se baserait sur des caractéristiques sportives.
C'est-à-dire que les 2 dernières formations de Pro Team seraient là parce que sportivement ça tient la route, elles ne seraient pas là parce qu'il y a un budget conséquent. Donc, ce qui veut dire, pour finir là-dessus, que monter en Pro Team, ça ne veut pas forcément dire augmenter son budget, ça veut juste dire être en deuxième division, parce que sportivement, on a un mérite supérieur aux formations qui sont derrière nous. Ouais, c'est ça. Et puis pour essayer de compléter le truc, enfin, déjà, c'est passer en pro team, c'est pour les équipes concernées, c'est passer professionnel. Et dans certaines équipes continentales, on n'est pas professionnel, même pour une équipe qui serait classée 30e par exemple Tout au à fait. classement UCI global, les coureurs n'ont pas nécessairement des salaires extraordinaires et enfin il y a pas de, enfin c'est pas spécialement encadré. Il y a des gars qui participent à des courses avec des matériels perso ou qui Mm. payent eux-mêmes leur voyage par exemple. Enfin mais à côté de ça, après, pourquoi pas envisager de permettre à ceux qui sont illustrés dans les équipes continentales d'avoir accès à des courses un peu plus prestigieuses et essayer de se frotter aux meilleurs. Ce serait peut-être intéressant plutôt que d'avoir des pro teams où il y a personne dedans, mais qui participent à des courses, enfin qui d'ailleurs ne sont même pas invités la plupart du temps. Donc ce serait pas mal de permettre à certaines continentales qui sont illustrées de participer à des courses un peu plus huppées. Je pense cette année, par exemple, l'équipe polonaise HRE, elle a pas mal marché avec Reim, avec d'autres et avec d'autres Polonais. Elle a été assez correcte, même quand elle a été opposée à des équipes un peu plus prestigieuses, elle a été assez correcte. Alors pourquoi pas permettre à une équipe comme ça, par exemple, même si elle ne veut pas passer en pro team, de lui faire disputer l'une ou l'autre course. Par exemple, un World Tour de troisième zone, Tout pourquoi à fait, pas ouais. en mettre une au départ, quoi. Mais après, c'est vrai que Adri a raison également quand il dit que l'idée marcherait s'il y avait des droits télé. Parce que les droits télé permettent des revenus. Dans le vélo, on sait que c'est pas possible parce que de toute façon, les droits télé, ça n'existe quasiment pas. Puisqu'on le rappelle, hein, par exemple, des épreuves comme le Tour du Limousin ou autre, en fait, c'est elle qui paye la majeure partie des coûts de diffusion pour pouvoir avoir la télé. Donc on est bien loin des millions ou des milliards promis pour la première ligue en foot, par exemple. Mais c'est vrai qu'Adri a raison dans le sens où cette idée elle peut marcher que si la règle est la même pour tous. Greg, tu le disais très justement, déjà les contis elles sont pas sur un pied d'égalité parce qu'on ne parle pas d'un sport où les lois sont les mêmes pour tous. La loi sur le travail en France n'a rien à voir avec la loi sur le travail au Cambodge ou en Mongolie. C'est pour ça que d'ailleurs on a parfois des équipes prennent des licences cambodgiennes ou autres parce que forcément c'est beaucoup plus facile de manœuvrer par rapport à des formations françaises. Parce qu'on Saint-Michel, si elle a un coureur, elle est obligée de le payer. Elle est obligée de lui donner un contrat de travail. Cambodia Cycling Academy, pour ne parler que d'eux, c'est pas forcément parce que j'ai quelque chose contre eux, c'est juste pour prendre un exemple, ils sont pas obligés de payer les coureurs. Une équipe, je sais pas, du Botswana ou d'Arabie Saoudite, elle n'est pas obligée de payer ses coureurs. Donc déjà, il y a un souci d'égalité par rapport à ça. Et en plus, comme je disais, il n'y a pas d'égalité et c'est compliqué de générer des revenus parce que les épreuves n'ont pas forcément les moyens pour payer les équipes. On sait, Greg, il y a une différence entre Majorque qui paye l'hôtel à tout le monde en début de saison et d'autres épreuves où on va expliquer aux équipes, vous pouvez venir, en gros, c'est vous qui payez l'avion et c'est vous qui payez votre logement. Parce que c'est vrai que tu évoquais la prime aux petites équipes qui pourraient venir en World Tour, mais une petite équipe australienne, par exemple, qui fera une saison de feu, est-ce qu'elle a les moyens de venir faire, allez, j'allais dire une classique canadienne, c'est pas le bon exemple parce que les grands prix canadiens payent le déplacement aux équipes, ils affrètent 2 avions je crois, donc c'est pas forcément bon. Mais allez, je vais prendre le tour, je sais pas ce que je pourrais prendre comme exemple, je me perds, le Grand Prix E3 admettons, allez, enfin une équipe australienne n'aura peut-être pas les moyens de payer 10 billets d'avion pour son staff, de louer des bagnoles, de louer un bus, de payer des hôtels pour venir en Europe pour une course en fait.
Ouais, là, le souci, c'est qu'il faudrait carrément s'organiser, enfin, avec, même s'il y avait une invitation sur une grosse épreuve, il faudrait quand même s'organiser pour avoir une bonne tournée européenne et ne pas rentrer de suite au pays. On a vu cette année, en fin de saison, justement, il y a l'équipe néo-zélandaise Black Spock qui a fait pas mal de Hmm. courses en Europe. Donc, elle a dû s'organiser une tournée avec pas mal de jours de course sur la fin de saison. Je pense que c'est un système qui pourrait être mis en place, mais effectivement, déjà, c'est pas ouvert à tout le monde. Il faut pouvoir financer ce type de tournée, par exemple. Et c'est pas, ce type de tournée n'est pas équitable pour tout le monde puisque les frais ne sont pas du tout les mêmes selon l'endroit d'où on peut venir. Et Tout à fait, parce que d'ailleurs, on le rappelle, Greg, c'est pas forcément les équipes. Je vois un commentaire sur les fédés. Euh, le Danemark peut pas faire les championnats d'Europe. Parce qu'ils ont la fédération n'a pas le budget pour faire des championnats d'Europe. Et là, on parle d'un déplacement qui est pas non plus exceptionnel. oui, alors que en plus, le Danemark peut briller et possède aussi un sacré paquet de rouleurs, notamment pour le contre-la-montre déjà, mais clairement, clairement, il y a des soucis à ce niveau-là et des choses à revoir. Et c'est sûr que le financement, c'est un des gros problèmes qui se pose pour ce sujet, clairement. Tout à fait. Alors, je pense qu'on a plus ou moins fait le tour. Il y avait eu des questions sur le forum. Alors, je change de page. Je vois qu'Adri avait mis un truc, bah pareil, une réflexion qui est intéressante et je propose qu'on finisse là-dessus. Obliger les World Tour et les Pro Teams de leur pays à participer à toutes les courses de leur calendrier national. Alors, j'ai envie de dire que c'est une très bonne idée, Greg, mais ça rejoint un peu ce qu'on disait. Bah, une équipe qui n'a pas forcément les moyens et beaucoup de coureurs étrangers, je pense par exemple à Novo Nordisk, qui a peut-être, je n'ai pas vérifié, mais un ou deux coureurs américains, c'est une bonne idée dans les faits parce que du coup ça donnera un coup de boost à ces épreuves locales. Mais est-ce qu'ils sont en capacité, bah, encore une fois, de payer 8 billets d'avion à des Européens pour venir aux États-Unis faire une course d'un jour? C'est une bonne question. Après, le souci, c'est que d'un côté, ce serait quand même pas mal que ça se mette en place, puisque ces équipes-là sont quand même les premières représentantes du cyclisme, en fait, pour les pays concernés. Et ce serait quand même pas mal que ce soit mis en place. Après, il y a il y a peut-être d'autres solutions pour ces équipes qui ont pour beaucoup des équipes de développement et qui pourraient avoir une équipe de développement sur place pour disputer la course en question, puisque on sait que les équipes World Tour ou Pro Team qui ont des équipes de développement, d'un côté, elles peuvent piocher dans leur équipe dans un sens ou dans l'autre, mais par contre, elles n'ont pas le droit de s'aligner toutes les deux sur une même course. Mais ça pourrait être un point intéressant. Après, est-ce que ça n'encouragerait pas certaines équipes à changer de bannière pour ne pas avoir Oui. à disputer certaines courses et avoir des tournées américaines ou des tournées en Océanie ou en Afrique à disputer, ça reste aussi à voir. Ouais, parce que par exemple, bah, moi je me souviens de la dimension data à l'époque, ça choquait pas mal parce qu'ils faisaient jamais la tropicale ou le tour du Rwanda, quoi. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que, en plus, la dimension de data qui s'était quand même présentée pas mal comme l'équipe World Tour africaine et qui au final ne disputait pas de course en Afrique la plupart du temps. C'est vrai que du coup de ce côté-là, ça passait pas terrible et en sachant que aussi par la suite ils ont eu une équipe de développement qu'ils n'envoyaient pas non plus nécessairement sur les courses africaines. Et par la suite, l'équipe de développement a pris d'ailleurs la bannière italienne puisqu'elle a maintenant plus de coureurs italiens dans son effectif. Et du coup, plus du tout de courses disputées par la dimension data sur le continent africain. Après, est-ce qu'on pourrait les forcer à disputer ces courses? Je ne sais pas spécialement. Est-ce que si c'était le cas, il ne changerait pas de nationalité d'équipe? Ça resterait aussi à voir.
Alors pour finir, parce que je pense qu'on a fait le tour, et ça fait déjà un bon moment qu'on est en direct. Merci à tous hein, d'ailleurs d'avoir été si actifs sur le chat, c'est cool parce que ce qu'on aime vraiment avec Greg, c'est le côté interactif et ça nous permet de pas mal rebondir. Je vois Théo qui nous dit pour moi la priorité c'est de portionner le World Tour. Et je pense que Lucie le sait. Bah, justement, je vais rebondir sur la question de Théo, Greg. Quelle est pour toi la priorité des priorités dans tout ce qu'on a évoqué depuis le début de l'émission? Bah, je pense aussi qu'il faut se pencher sur les courses, clairement, mais déjà, enfin, classer leur importance au niveau du barème, déjà, ce serait une bonne chose. Ensuite, réussir à trouver un bon équilibre avec, au niveau de ces courses, enfin, au niveau de la participation à ces courses et ne pénaliser personne. En fait, c'est ça qui va être le principal souci, réussir à ne pas pénaliser les organisateurs de courses qui se sentiraient un peu lésés en cas de moins bonne participation, on va dire. Mais après, oui, c'est tout un équilibre à trouver entre choisir si on a toutes les équipes World Tour au départ d'une course, dont la moitié des équipes qui enverront une équipe B, ou si on prend une partie du World Tour plus une partie de Pro Team, voire même 2-3 continentales avec des effectifs, les effectifs les meilleurs possibles. Donc c'est tout un équilibre à trouver, mais clairement il y a des choses à faire au niveau des courses du World Tour. Faut savoir, enfin, il faudrait savoir qui inviter sur les courses et ne pas, en tout cas, ne pas rester certainement au système actuel. Tout à fait. Alors bah ouais, bah moi je suis un peu dans la même optique que toi, hein. Je voulais souligner pour finir la notion d'équilibre. C'est vrai que bah, nous on est derrière notre PC, forcément c'est plus facile de proposer des idées, mais enfin, il y a beaucoup d'intérêts divergents dans le vélo, que ce soit les courses, que ce soit l'UCI, que ce soit les équipes super puissantes. Donc c'est pas forcément évident de faire bouger les choses. On en rigole souvent, mais c'est plus facile de légiférer sur la taille des chaussettes que sur le barème UCI, parce que forcément il y a moins de monde qui fait chier sur la taille sur la hauteur des chaussettes, pardon. Mais c'est compliqué, il y a des choses à faire, je pense, quand même, si on s'y penche vraiment et si on arrive à réunir tous les acteurs. On dit que les équipes veulent pas. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'il y a un directeur sportif d'une équipe Pro Tour qui a accepté de venir faire une émission avec nous dans les jours ou dans les semaines à venir. Donc, on vous redonnera l'horaire, mais ça sera intéressant aussi de lui poser la question, de savoir ce qu'il pense, lui, de ces règles du World Tour, de ses critères sportifs plutôt que financiers ou inversement. Ça sera bien d'avoir l'avis de quelqu'un qui est du milieu et qui est dedans un peu toute l'année. Enfin bref, sur ces belles paroles, je pense qu'on peut clôturer là-dessus, Greg, à moins que tu aies autre chose à rajouter pour finir. Pas spécialement, le fait, à part le sponsoring en fait des équipes. C'est au niveau des maillots d'équipe, il y a plein de sponsors parfois sur des équipes, donc plein d'intérêts, parfois Ouais. plein de même si l'équipe a une certaine bannière, il y a parfois quelques sponsors d'autres pays, donc parfois plein d'intérêts différents au sein même d'une même équipe. Et parfois, on a besoin de participer à pas mal de courses dans pas mal de pays différents, et ça, multiplié par le nombre de sponsors dans toutes les équipes, ça fait Tout à fait. énormément d'intérêt. C'est vrai que personne n'a le même intérêt au final, et tu l'as très bien dit. Je pense que c'est un point vraiment important. Il y a autant d'intérêt qu'il y a d'équipes, d'épreuves et de fédérations dirigeantes. En fait, tu parlais du sponsoring. C'est un des défauts de ce système, et malheureusement, on n'en a pas trouvé de plus intéressant pour l'instant, en tout cas. C'est un sponsor. Je vais prendre Cofidis par exemple. Je sais que Cofidis, pour eux, c'est très important d'aller en Espagne parce qu'ils sont présents. Mais tu peux pas leur expliquer, non, tu vas pas en Espagne, tu vas aller en Grande-Bretagne parce que du coup, c'est plus intéressant sportivement. Cofidis, ils vont venir te voir, ils vont te dire, écoute, t'es gentil, mais à ce moment-là, moi, je mets plus de billes sur la table. On parlait de Novo Nordisk qui va dans des pays un peu exotiques, c'est aussi parce que pour la compagnie, il y a, dans ces marchés émergents, il y a un intérêt financier
à être présent, et tout le monde n'est pas une multinationale comme UAE qui elle fait juste un peu du sponsoring parce que du coup ça donne une belle image, et c'est vrai que c'est très compliqué de dire à X ou Y va à droite ou va à gauche, Greg, parce que du coup nous on veut que ça soit comme ça, quoi. Bah oui, exactement. Il y a des sponsors qui n'ont absolument aucun intérêt à être alignés sur certaines courses qui n'ont pas besoin, enfin, pas nécessairement besoin d'être exposés à certains endroits, mais qui par contre ont une importance capitale à être exposés dans d'autres, sur d'autres courses, à avoir des heures d'antenne sur certaines courses et qui cherchent à se développer à certains endroits et pas nécessairement sur des marchés où c'est pas possible. Du coup, c'est vrai que c'est toujours compliqué de trouver un équilibre avec tous ces intérêts différents, parfois même au sein même d'une seule équipe. Il faut multiplier toutes les équipes présentes dans le peloton, que ce soit les World Tour, les Pro Teams et même parfois les petites équipes. Ouais, parce que Greg, pour finir là-dessus, le problème c'est que dans tous les sports majeurs, les équipes ou les clubs ils vont faire les plus grandes épreuves parce il y a un intérêt à le faire. La Champions League en foot, vu ce que ça rapporte, enfin sponsoring ou pas, t'en as rien à foutre parce que de toute façon c'est des millions qui tombent. Mais là je vais prendre l'exemple du Tour de Guangxi, j'ai rien contre eux, mais pour les équipes, faire le Tour de Guangxi à la place d'une équipe, enfin d'une épreuve de Coupe de France ou de Coupe d'Italie ou de Coupe de Belgique, peu importe, ça peut être obligatoire, mais ça rapporte rien. Si encore t'allais à Guangxi et que tu récupérais, je sais pas, 3 millions par équipe, parce que du coup, il y a un prize money qui est exceptionnel et qu'il y a des droits télé qui tombent, etc. Là, tu pourrais les convaincre d'aller en Chine, parce que cet argent, il peut être réinvesti, et du coup, tu dépends moins justement de ce système de sponsoring. Mais comme c'est pas le cas du tout, eh ben forcément, on traîne un peu la patte pour aller sur ce genre d'épreuve, quoi. Ouais, tout à fait. Et puis pour rebondir sur les courses exotiques, dans certains pays, il y a même si ça se voit pas en ce moment parce que les courses ont été un peu supprimées, mais il y a certains circuits qui rapportent et ce sont des circuits qui sont hors UCI. Du coup, Et en cash en plus, quoi. Même si voilà. officiellement c'est pas le cas. Mais non, mais il y a des courses qui rapportent pas mal, mais qui ne sont même pas UCI et c'est du calendrier local, que ce soit en Asie, en Amérique Ouais, du en Colombie, je Sud. crois que les épreuves rapportent pas mal, par exemple. Et puis en Chine, on n'en parle même pas, hein. C'est vrai que Ouais, ça rapporte pas mal et du coup, les équipes locales ont plus d'intérêt à participer à ces courses-là qu'à participer aux courses UCI où elles envoient souvent des coureurs qui sont un peu cramés par ce qu'ils ont fait sur leur calendrier local. ouais, et puis là, je vais vraiment finir là-dessus, parce que sinon, on va jamais terminer l'émission. Mais Théo donne un très bon exemple. Il parle des critériums aux États-Unis. Bon, tout le monde n'est peut-être pas au courant, mais il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a très peu de courses UCI. Mais il y a un calendrier de critériums locaux qui est très très fort et très très réputé. En gros, c'est des épreuves où on fait un tour de pâté de maison, que j'exagère à peine, hein, dans une grande ville des États-Unis. Et en gros, on fait 50 tours, quoi. Et ce circuit des critériums aux États-Unis, il réunit énormément de formations hors UCI, parce que de toute façon, elles n'ont pas besoin d'être UCI pour prendre le départ de ces épreuves-là. Et il y a des prize money qui sont quand même assez élevés. Je crois qu'il y a eu un article de Cycling News il y a pas longtemps qui parlait de je sais plus quel critérium. Si sur le chat quelqu'un le sait, j'ai oublié le nom. Mais bref, cette épreuve a rapporté un pognon de malade, plus qu'une Pro Series ou que certaines World Tour. Donc forcément, du coup, quel est l'intérêt d'aller faire une Winston-Salem Classic qui est classée en point 1 quand elle a lieu, ou un Tour of the Gila, quand on peut faire des critériums qui vont rapporter beaucoup d'argent. Et l'épreuve chinoise, c'est le Tour de Poyang quoi, qui rapporte énormément aussi, et merci Adri, et qui n'est pas UCI. Enfin bref, voilà, il y aurait 50 milliards de trucs supplémentaires à dire. Je pense qu'on va quand même clôturer, Greg, parce qu'il est 11h25. Je te remercie d'avoir participé à l'émission encore une fois. Pour les rendez-vous, tu me disais qu'on ferait un petit point mercato en fin de semaine, donc on vous redonnera la date. Et puis comme je le disais, on a un directeur sportif qui a accepté de participer à une émission et que je dois appeler tout à l'heure justement pour caler une date. On vous remercie tous d'avoir participé. C'était cool d'avoir du monde, je le redis encore une fois, parce que
vraiment beaucoup plus sympa. Et on vous dit à très bientôt pour une nouvelle émission des commissaires de course. Ciao! Merci tout le monde, salut.